été le cas, comme pour d'autres États africains où on parle de colonisation. Je dis encore une fois que même cette notion de colonisation est totalement fausse, est totalement erronée, ne se base sur aucun argument juridique valable, ne se base sur aucun argument même moral valable qui puisse justifier le fait que des gens prétendent être les colons sur le territoire qui appartient à d'autres depuis des millénaires, sur les biens d'autres depuis des millénaires, sur leur vie, sur leur administration, sur leurs lois. Ce n'est absolument pas justifiable en quoi que ce soit. Et on termine donc la lecture en disant les terrains cultivés, c'est ça qui est très intéressant à souligner, les terrains cultivés par nous et les emplacements sur lesquels se trouvent des villages doivent rester la propriété des possesseurs actuels et de leurs descendants. C'est ce que Wilfried disait tout à l'heure, en disant que le traité prévoyait justement que les Allemands n'allaient pas empiéter sur les espaces qui étaient déjà exploités et viabilisés par les populations locales lorsqu'ils arrivent et signent le traité en question. Mais qu'est-ce qui se passe immédiatement après? Les populations sont revenues à l'intérieur du pays pour dire la partie qui est la plus intéressante à utiliser, c'est l'accès à la mer. Nous tous, nous le savons, pour le commerce international, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autres moyens de communication à l'international que le bateau. Donc, c'était justement le contrôle des ports qui était essentiel pour s'assurer justement qu'on contrôle le commerce. Or, une fois qu'on contrôle le port, ça veut dire que même les accords que vous pourriez avoir eu avec les Anglais ne sont plus valables dans la mesure où, à partir du moment où c'est l'Allemand qui est en train de régner sur votre port, il est tout à fait en mesure de dire au bateau anglais qui va accoster, donc tu n'as pas le droit d'accoster ici. Et donc, il y a une violation totale des accords qui ont été signés. Il y a un non-respect, même quand bien même déjà, on peut considérer que c'est un traité qui a été signé. Non seulement, il est certainement signé dans des conditions où les gens n'avaient pas la capacité de le comprendre, mais en plus de ça, même les clauses qui sont incluses dans le contrat en question sont violées. Et c'est pour ça que le professeur vous dit donc que il faut déjà que nous ayons la même vision lorsque nous venons traiter avec les Européens, nous Africains. Qu'on soit certain qu'on soit au même diapason. Mais outre le fait de penser qu'on est au même diapason, même quand on aura dit qu'on est au même diapason, il ne faudra pas se faire d'illusions, ils vont emprunter leur chemin à eux pour essayer de nous duper. Et donc apporter la nourriture sur la table de l'Europe. Et nous devons emprunter notre chemin à nous pour s'assurer que nos intérêts sont préservés, de manière à ce que les ressources de l'Afrique servent véritablement à enrichir les États africains. C'est pourquoi il précise donc que du reste, pour dire c'est banal, c'est évident, même si j'ai dit qu'il faut ci et ça, c'est très beau, je sais que vous allez toujours emprunter votre chemin. L'histoire nous montre que vous empruntez votre chemin. Mais l'histoire nous montre également que nous devons, Africains, emprunter notre propre chemin à nous aussi. Et il dit donc, pour le reste, chacun sort le matin et emprunte son chemin pour aller chercher quelque chose à mettre dans l'assiette de sa maisonnée. Donc les Européens sortent et ils empruntent un chemin pour mettre quelque chose dans l'assiette de la maisonnée européenne. C'est aux Camerounais et aux Africains d'emprunter un chemin qui permettent de mettre quelque chose dans l'assiette de la maisonnée africaine. C'est aussi simple que cela à comprendre. C'est une évidence pour le professeur. C'est pour ça qu'il met les trois premiers mots qui sont pour le reste, pour dire c'est trivial, c'est évident. On sait que vous allez emprunter votre chemin, mais désormais, nous aussi, nous devons simplement emprunter notre chemin pour qu'il y ait quelque chose dans notre assiette. Et il dit donc, par là, selon moi, c'est comme ça que je l'interprète et c'est comme ça que je décrypte ce passage-là. Je n'aurai aucune naïveté sur votre manière de procéder. Vous pourrez signer tous les accords avec tous les beaux mots du monde. On sait très bien que le chemin que vous emprunterez, ce sera simplement le chemin de vos intérêts pour mettre quelque chose sur l'assiette de l'Europe, sur l'assiette, sur les tables européennes. Moi, j'ai le devoir de faire aussi pareil, pour mettre quelque chose sur la table et de la maisonnée africaine et de la maisonnée camerounaise, parce qu'ici, il ne parle pas que du Cameroun, il parle de l'Afrique. Donc, sur la table de la maisonnée camerounaise et très certainement d'abord de la maisonnée Cameroun. C'est ainsi que moi, j'entends ce dernier passage-là et je dis simplement, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui a une profondeur d'analyse aussi pointue sur ces questions-là, sur ces rapports-là, parce que à mon sens, à mon avis, c'est même la partie là où il faut le plus travailler. Ça, c'est ma conviction intime et profonde. Contrairement à tout ce qu'on peut croire, le régime à Yaoundé n'est pas si malin que ça. Vous verrez que c'est le régime qui, par excellence, se tire des balles dans le pied lui-même. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas, même tricher, ils ne font aucun effort. Ils ne sont non pas capables de poser une très grande résistance. Ceux qui ont un intérêt important à perdre, mais surtout ceux qui ont la fourberie nécessaire pour maintenir leurs intérêts, la fourberie nécessaire pour manipuler les gens dans l'ombre. On voit déjà des soubresauts, des gens qui indiquent comment il y aurait des présentations
pas qui indique, mais on voit des photos où on présente à Emmanuel Macron le fils de Biya et consorts. Donc, il y a des gens qui connaissent les mécanismes de la fourberie et de la ruse. C'est contre ceux-là, véritablement, qu'il faudra se préparer à la bataille la plus décisive. Parce que la bataille que nous menons actuellement est décisive, elle est capitale, c'est certain, mais elle est contre des acteurs internes du problème qui a trois piliers, à mon sens et à mon avis. Le premier pilier, c'est le système d'éducation que nous avons, dans lequel on n'enseigne pas les Koumandoumbé et consorts qui sont les premiers résistants, dans lequel on n'enseigne pas les Oumyobé, les Moumié, les Ernest Wandji et consorts, les Osende Afana, les Tunjan Poemi avec les théories sur la monnaie, dans lequel on n'enseigne pas la vision de Cheikh Anta Diop et consorts, dans lequel on n'enseigne même pas les philosophes camerounais qui ont des pensées plutôt assez intéressantes, dans lesquels on n'enseigne même pas les théories et les théorèmes mathématiques de l'Égypte antique et de l'Afrique, mais dans lesquels on veut finir par former des gens qui sont capables de comprendre les enjeux. Non, ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas équipés pour. Ils ont toujours un réflexe de subordination, un esprit d'infériorité qui fait en sorte que devant le blanc, on s'extasie. Et ne soyez pas surpris. Des exemples très concrets vous permettent de comprendre que ce que j'ai dit est vrai. Vous prenez Jean-Paul Akono, coach qui a gagné les Jeux Olympiques avec l'équipe du Cameroun. On lui donne son salaire presque d'enseignant de l'INJS ou un petit peu plus. Vous prenez quelqu'un qui n'a rien gagné ailleurs, dans aucun championnat. Il a vraiment été dans des championnats où il a été médiocre. Il n'a rien gagné et tout. Parce qu'il est un blanc, il arrive chez vous. On lui donne des contrats à 100 millions de francs CFA. Voilà la simple raison qui vous fait comprendre que vous avez encore des gens qui sont issus du système éducatif de l'aliénation, qui font croire que le blanc est celui qui peut tout faire, celui qui peut tout accomplir. Il est celui qui a la solution miracle, le sorcier blanc, comme on disait à l'époque, en ce qui concerne le football camerounais. Alors qu'il y a des Camerounais qui ont montré qu'ils sont capables de conquérir des trophées qui sont plus prestigieux que ce qu'aucun entraîneur européen a pu conquérir. Mais à cela, on ne donnera jamais le même salaire. Ça se passe comme ça dans tous les pays africains. Vous allez voir, la même chose va revenir. Pourquoi? Le système éducatif est le premier problème. Et il ne découle pas de rien. De ce système-là, il découle des accords de coopération en matière culturelle que nous avons signés justement lors des prétendues décolonisations. C'est pour ça que le professeur Maurice Kamto, encore une fois, parle de la décolonisation formelle. Et il dit qu'il faut entrer dans la décolonisation structurelle. Donc il faut aller décoloniser notre éducation. Enseigner Oumyobé, enseigner Wandji, enseigner tous nos héros, tous nos leaders. Et donc, à partir de là, donner la capacité à nos gens de dire, nous sommes des hommes fermes. Et si vous venez traiter avec nous, c'est d'égal à égal. Il n'y a pas que tu viens te mettre devant moi parce que tu es un blanc qui n'a entraîné aucune équipe de première division. Je dois te prendre. Non. Ce sera à capacité égale que tu vas pouvoir peut-être concourir avec un Camerounais. Sinon, je donne la priorité à un Camerounais d'une manière simple. C'est parce que nous avons ce problème-là que nous restons encore dans la situation actuelle. Deuxième pilier, c'est les valets de l'Occident. Des gens qui sont formés à l'école d'outre-mer, qu'est-ce que vous pouvez en attendre? C'est des gens qui sont formés à l'école là où on enseigne par excellence que le colon est celui qui domine, c'est celui qui a la vision et qui apporte la civilisation à des nations barbares que nous sommes, alors que nous sommes le berceau des civilisations. Et donc, dernier pilier, c'est justement ces agents externes-là. C'est l'Europe, c'est l'Occident, d'une manière plus ou moins globale, qui a une vision hégémonique. Pas les populations européennes, nous n'avons rien contre les Européens, mais les gouvernements européens ont fait la conférence du Berlin justement pour diviser l'Afrique et cela partager sans la présence d'aucun Africain. De novembre 84 à février 85, ils se réunissent pendant plusieurs mois, il n'y a aucun Africain à la table et ils décident de comment l'Afrique doit être divisée et qui règne où. Comment est-ce qu'on fixe les limites de celui qui gouverne ici et là, entre eux. Mais en quoi est-ce que ça nous concerne, votre conférence? Faites votre conférence sur vous, divisez Berlin, divisez Paris, divisez Londres et tout ce que vous voulez. Vous faites une conférence à Berlin pour diviser le Cameroun, pour diviser le Nigeria et consorts, pour vous répartir nos territoires et venir les gouverner. Sur la base de quoi? Qui vous en donne le droit? Qui vous en donne l'autorité? Au nom de quoi? Sur quel texte juridique vous basez-vous? Et ce texte juridique-là est-il logique si même il en existe un? Sur la base de quoi, sur la base de quoi d'un point de vue moral? Au nom de quoi moralement vous pouvez prétendre que vous allez faire une conférence à Berlin et décider de comment vous allez départager l'Afrique en venant créer des frontières qui parfois coupent des familles d'un côté et de l'autre de la frontière avec les mêmes cultures, les mêmes langues et consorts qui se retrouvent donc séparés tout simplement parce que vous, à Berlin, vous avez décidé que c'est comme ça que vous allez désormais voir l'Afrique et qu'elle va être dominée et exploitée par vous. C'est donc contre tout cela qu'il faut se lever. Or, très souvent, on se focalise sur l'un des piliers, des trois piliers que j'ai indiqués. Le pilier de l'éducation. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore que ce soit le second pilier du programme de la Renaissance et qui précise bien que nous allons sortir d'un système éducatif
qui avait pour vocation de former les accesseurs de l'administration coloniale. C'est important que ce soit mentionné ainsi en noir et blanc. On n'a donc pas pour volonté de faire un nouveau système éducatif juste par hasard. C'est parce que nous savons très bien que c'est ce système éducatif-là qui fait l'infériorité mentale de certains Africains et la supériorité mentale de certains Européens. On dit qu'on va le changer. On va maintenant équiper nos enfants exactement comme il est nécessaire sur tous les enjeux qui sont indispensables, mais surtout sur les domaines de compétences qu'ils doivent acquérir pour pouvoir développer eux-mêmes leur propre pays sans attendre des solutions d'ailleurs. Dans un pays comme le nôtre où il y a extrêmement de richesses, où même les cure-dents, on n'arrive pas à en produire. Et parfois même des entrepreneurs locaux qui produisent des trucs locaux sont finalement totalement taxés, abusés et consorts. Quand ils ne soutiennent pas le régime, on bloque les activités à un tel point qu'ils doivent renoncer et finalement on importe tout. Ce serait long de rester dessus, mais nous comprenons par là que nous avons un professeur, un dirigeant en tout cas, qui est un professeur d'université, qui comprend donc effectivement les choses, qui lit et qui comprend, et qui est bien clairvoyant. Je répète sur le mot clairvoyant sur les rapports entre l'Afrique et l'Europe. Il ne se fait aucune illusion. Il est sans complaisance. Il est sans haine non plus. Il n'est pas en train de parler de haine ici, de vengeance. Non, rien de tout ça. Mais il dit, désormais nous savons comment vous fonctionnez. Pour qu'on continue à fonctionner ensemble, il faudra que nous soyons au même diapason, que vous voyez les choses exactement comme nous. Nous savons que vous n'allez même pas respecter ça. Même si on avait signé le contrat, vous allez toujours essayer d'emprunter des chemins tortueux pour piller nos ressources et continuer à préserver vos intérêts. Mais sachez que nous emprunterons simplement, nous aussi, notre propre chemin à nous pour préserver les intérêts des populations africaines. Je laisse la parole rapidement à une ou deux personnes pour qu'on puisse avancer, puisqu'il est déjà 23h30. Sur donc la deuxième phrase du texte qui dit « Pour le reste, chacun sort le matin et emprunte son chemin pour aller chercher quelque chose à mettre dans l'assiette de sa maisonnée quand il rentre le soir. » C'était sur cette phrase-là que nous sommes. Donc, ceux qui sont sur le panel, si vous souhaitez intervenir rapidement, sentez-vous libre avant qu'on avance. Non, ce que je vais dire n'est pas exactement sur la phrase dont tu veux. Je vais juste élucider les propos en ce que nous avons vécu au Cameroun récemment, parce que nous avons vu la célébration de la mort de Leclerc au Cameroun, qui a été assistée par l'officiel camerounais et français, c'est-à-dire que l'État du Cameroun a officiellement célébré l'anniversaire du décès de Leclerc, mais n'a jamais célébré officiellement la mort de Oumiober et de ses camarades, parce que nous avons, il y a de cela quelques semaines, par là, célébré la mort de Ernest Wandje. Mais nous n'avons ni vu les officiels camerounais, encore moins les officiels français. Mais pour célébrer Leclerc, nous avons vu les officiels camerounais qui représentaient le Cameroun pour la célébration du décès de Leclerc. Donc, c'est juste pour démontrer l'effectivité de ce que tu viens de dire sur notre territoire. Et d'où il faudrait bien une nouvelle éducation, une nouvelle enseignement, une nouvelle éducation pour la chose. Donc, c'était juste cet exemple que je voulais prendre pour démontrer au fait la soumission qu'on peut avoir que le Cameroun aujourd'hui vit face à ce pays-là. Merci Kano. Je vais m'arrêter. Merci infiniment. N'hésite pas à continuer ou à revenir quand tu voudras. Donc, oui, Jeanne. Non, vas-y, finis. D'accord. Donc, j'étais en train de dire à celui qui posait la question justement de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la zone de l'ouest du Cameroun? C'est simplement que des gens fourbes n'ont jamais respecté les textes même qu'eux-mêmes ils ont imposés aux États africains. À la suite de l'Allemagne avec le traité de protectorat Germano-Douala, donc le traité Germano-Douala, il y a donc le mandat de la Société des Nations qui dit à la France et à l'Angleterre, je vous donne la possibilité d'administrer les territoires du Cameroun pour les accompagner vers leur pleine indépendance et leur souveraineté. On ne dit pas, vous êtes un colon. On leur dit, vous accompagnez ces gens pour que eux ils aient leur pleine autonomie et leur pleine souveraineté. On leur donne donc dessus un mandat de la Société des Nations. Or, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent appliquer des méthodes coloniales sur nos territoires. Et appliquant des méthodes coloniales, ils administrent comme s'ils étaient en territoire colonial où ils ont le droit de vie ou de mort sur les gens, alors que ce n'est pas ce qui leur a été donné comme possibilité. D'où justement la levée de boucliers
des héros et des pionniers de l'indépendance du Cameroun qui disaient non. Le droit même que vous avez, même si on parle sur la base des textes qui ont été signés, qui vous donnent une certaine forme d'autorité sur nous, ces textes-là ne disent pas que vous pouvez vous comporter sur notre territoire de la manière dont vous vous comportez. Les travaux forcés, les corvées, les taxations que vous imposez ne sont pas des éléments qui font partie des prérogatives qui vous ont été accordées par la Société des Nations et le mandat que vous détenez. Et donc, à partir de ce moment-là, ils disent, ben non, nous allons nous battre, nous allons lutter. Et on va essayer totalement de faire en sorte que notre pays puisse être souverain. C'est vrai que on peut remonter à un petit peu plus loin parce que en réalité, c'est l'UPC se forme après en 1948, donc après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la mise sur pied, outre la Société des Nations désormais de l'ONU, qui elle justement a encore une autre approche, celle de la souveraineté des peuples. Alors que la SDN disait, ben oui, il y a un certain nombre de nations qui doivent éclairer d'autres et consorts et qui ont peut-être un droit sur elles. L'ONU est formée plutôt pour dire, désormais, il ne faut plus qu'un État essaye de dominer l'autre. Pourquoi? Pas pour les beaux yeux des pays africains. Simplement parce que Hitler en Allemagne a essayé d'appliquer à la France et à d'autres pays européens la même chose qu'eux, ils sont en train d'essayer d'appliquer aux pays africains. Comme ils se rendent donc compte que, ben, si nous voulons maintenir une organisation ou une architecture législative mondiale dans laquelle chacun, à partir du moment où il se sent suffisamment puissant, peut essayer d'annexer, de dominer et de conquérir les autres, on aura affaire à des Hitler très régulièrement. Il faut donc faire que cela cesse. Et donc, ils mettent sur pied une nouvelle organisation qui dit désormais, ce que l'organisation en question est censée prévoir, c'est l'autodétermination des peuples. La notion de souveraineté même par excellence. C'est ça le but de l'ONU. S'assurer que tous les États puissent être véritablement indépendants. Et donc, à ce moment-là, les mandats ou bien les autorisations qui sont données à l'Angleterre et à la France sur le Cameroun sont encore plus restreintes. L'obligation d'accompagner très rapidement vers l'indépendance est encore plus pressante parce qu'on dit qu'on ne peut pas maintenir un ordre juridique international dans lequel la domination peut s'exercer sur un État. Sinon, on ne peut opposer aucun argument logique à un certain Hitler qui reviendrait demain en disant, ben oui, vous continuez à dominer les pays africains. Et vous ne voulez pas que moi je vous domine aussi. Ben non, si je suis plus puissant que vous, je vous domine. Exactement comme vous êtes plus puissant que les pays africains et vous les dominez. Donc dans ce contexte-là, l'Europe est obligée, l'Occident est obligé de revoir sa politique de l'organisation des rapports entre les États. Et ils disent donc qu'il faut accompagner vers l'indépendance. Or, au lieu d'accompagner vers l'indépendance, des gens sont en train de se comporter sur des territoires, y compris au Cameroun, en tout cas particulièrement au Cameroun où ils ne sont pas des colons, comme s'ils étaient dans une colonie, comme s'ils étaient dans leur plantation. Et donc la Dupéry s'installe encore une fois et les héros, donc les pionniers de l'indépendance du Cameroun, disent non, on ne peut pas accepter cela. Il n'y a aucun principe juridique, aucun principe moral qui vous donne ce droit-là. Nous disons non. Et Oumiobe va donc faire des missions au niveau des Nations Unies pour commencer donc justement à mettre les bases de la rapide évolution vers l'indépendance du Cameroun. Et je dis donc à celui qui posait la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu cette guerre, c'est simplement parce qu'il y a une fourberie, il y a une notion, une volonté pour certains d'emprunter les chemins dont parlait le professeur Maurice Kamto pour piller toutes les ressources généralement qu'il est possible de piller sur le continent africain. Si vous ne faites pas attention à emprunter vous aussi un autre chemin plutôt que de les suivre en disant je suis le meilleur élève de tel. Si tu es son élève, ça veut dire que tu marches à sa suite. Or si tu marches à la suite de quelqu'un qui a tracé un train dans lequel il prend toutes les ressources et les richesses de chez toi, peut-être tu seras assis derrière le dernier wagon en train d'essayer peut-être de manger une mangue qui vient là, mais la totalité des mangues de ton champ iront pour servir les plats de la maison européenne. Et le professeur nous appelle donc simplement à comprendre que autant l'Europe peut faire le pari de suivre son chemin à lui, nous aussi nous devons faire le pari de suivre notre chemin parce que nous savons très bien que c'est le fait justement d'utiliser des chemins de fourberie qui a conduit à des exactions, des massacres comme ce qu'on a vu dans l'ouest du Cameroun et surtout à la crise anglophone. En précisant bien que le professeur Maurice Kamto d'ailleurs le rappelle assez régulièrement, Oumiobe avait fixé un préalable pour aller à l'indépendance du Cameroun. Il avait dit d'abord la réunification. Pourquoi d'abord la réunification? Parce que si on avait fait la réunification avant l'indépendance du Cameroun, on n'aurait pas eu besoin aujourd'hui d'être dans une quelconque logique de guerre ou de sécession dans les régions du nord, ouest et du sud-est du Cameroun, parce que il y aurait d'abord eu la réunification des deux Camerouns, et une fois qu'ils sont unis, on aurait accédé ensemble à l'indépendance, et si on est ensemble indépendant, il n'y a plus de logique
ni de fédéralisme, ni de logique de dire, ben, désormais, je veux plutôt diviser parce que dès la base, l'État aurait été constitué comme un seul et unique. Ils en ont fait une certaine forme de réunification à deux avec la conférence de Fumban, dans laquelle justement Ahidjo promet qu'il y a donc un fédéralisme à deux États, mais qu'il viole lui-même très rapidement pour donner la légitimité à ceux qui se sentent légitimement et raisonnablement floués, de dire mais non, il y a du péril, il y a une tromperie, vous utilisez les méthodes des colons pour essayer de vous rapporter à nous désormais. Et sur cette base-là, nous préférons dire que désormais, il faut plutôt la division. Donc voilà les germes, en fait, c'est des germes de ce rapport colonial-là, ce rapport incestueux-là, ce rapport de domination, d'impérialisme, qui font en sorte que, et la guerre, à l'ouest du Cameroun et en Pays Bassa, et la crise que nous avons aujourd'hui dans le nord-est et le sud-est du Cameroun sont des éléments qui perdurent parce que la véritable souveraineté n'est pas encore atteinte et la véritable réunification n'est pas consolidée non plus avec ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, il y avait des réactions, je suppose, sûrement de Wilfried. On va en prendre une ou deux autres rapidement sur le deuxième paragraphe. Je voulais dire quelque chose. Oui, Jeanne. Oui, en fait, moi, je voulais mettre cette deuxième phrase plutôt en parallèle avec la première. On parle de la nécessité d'avoir de bons rapports et on parle un peu de l'esprit de conquête. Alors, moi, je vois, quand je mets ça en parallèle avec la première partie, c'est la conquête pour s'enrichir, pas pour asservir. Voilà, c'est comme ça que je vois l'esprit de Maurice Kamto. C'est-à-dire aller chercher, toujours, même si ce n'est pas chez soi, ce qui peut nous faire avancer. Mais ce n'est pas aller rendre l'autre esclave, comme ça s'est passé. Et ça m'a fait penser, quand il était en prison, il a écrit 2 recueils de poèmes, dont un qui s'appelle « Territoire insoumis ». Et dans le Territoire insoumis, il avait parlé il y a un poème qui s'appelle « L'hydre ». Alors, l'hydre, c'est un polype d'eau douce qui a 7 têtes, je crois, et chaque fois que tu coupes une de ses parties, ça se régénère. Et moi, je vois un peu cet esprit de conquête-là comme un message qu'il envoie comment je peux dire, aux citoyens africains, camerounais en particulier, pour aller chercher toujours plus loin quelque chose qui peut l'enrichir lui, et pour revenir enrichir le Cameroun, enrichir l'Afrique en fait. Dans le dernier paragraphe de ce poème qu'il a appelé l'hydre, il dit « Un piquet arraché, replanté devant et encore devant et toujours devant, dans le sens de la marche, jusqu'à épuisement. » Ça veut dire aller chercher encore toujours plus loin. C'est un peu comme ça que je mets en parallèle les 2 parties. Voilà ce que je peux dire. Merci. Monsieur Fotien, bonsoir. Merci Jeanne. Bonsoir, Monsieur McAllister. Justement, moi, McAllister. j'ai beaucoup apprécié la démarche historique insistant beaucoup plus sur le droit à l'autodétermination. Et à ce sujet, justement, ça met vraiment en exergue le formatage du droit coutumier qui existait à l'époque. Puisqu'on voit que justement les traités le traité germano-douala en fait, qui est la matérialisation en fait d'une démarche qui à la base émane en fait de la volonté d'une personne, Léopold II à l'époque, enfin Léopold Ier. Léopold Ier à l'époque, pour pouvoir justement s'accaparer du Congo comme une propriété privée, a lancé tout ce vaste mouvement qui a conduit à la conférence de Berlin et donc au partage de l'Afrique. Alors, pardon d'interrompre Marc Lister, juste une seconde. J'ai un problème de connexion actuellement. Je vais devoir peut-être faire une recharge parce que mon Wi-Fi semble ne pas fonctionner. Je vais devoir faire une recharge d'internet. Je ne sais pas si ça va couper le live ou le mettre en pause. Je vais tenter parce que sinon on pourrait être coupé définitivement tous ensemble. Donc je vais essayer de le faire. Je vous laisse continuer, Marc Lister, en essayant de recharger. J'espère que le live n'ira pas en pause. Sinon, on se reprend tout juste derrière. D'accord. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est que le droit à l'autodétermination aujourd'hui, qui est en fait un élément central
dans la volonté des États aujourd'hui à aspirer à une plus grande souveraineté, pas quand même d'un niveau international qui est incarné aujourd'hui par les Nations Unies. Et à cela, on a quand même une résolution 1514 du 14 décembre 1960 qui contient des passages assez marquants. Le point 2 indique notamment que tous les peuples ont le droit de libre détermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. Donc, c'était déjà des idéaux qui étaient déjà incarnés parce qu'au niveau international, on pensait déjà avoir fait le constat, retenu des enseignements militant en faveur justement de l'égalité souveraine. Égalité souveraine qui, je rappelle ici, est également consacrée dans l'article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies. Maintenant, on a des bons idéaux proclamés dans les textes. Qu'en est-il de la pratique au final? Est-ce qu'on se retrouve dans une mascarade hypocrite, finalement orchestrée, qui vise à donner justement un apparat de l'état de droit, avec des sujets de droit internationaux, qui respecteraient a priori le droit, les normes de Jus Cogens, les normes impératives de droit international, ou alors il s'agit simplement d'un rapport de force. Moi, je pense qu'effectivement, il s'agit des deux cas de figure. Mais sauf que le rapport de force, aujourd'hui, nous l'avons depuis belle lurette. Depuis belle lurette, c'est-à-dire à travers nos ressources, nos potentialités. Sauf qu'ils ont été bridés. Mais je pense qu'avec la volonté politique nouvelle, incarnée sur base de sincérité, je pense que le président Kanto, conscient de ces enjeux dès le départ, et qu'il a affirmé de manière assertorique et apolitique, c'est très évident qu'aujourd'hui, ces enjeux-là, on doit se les approprier. D'abord, nous, en tant que peuple, politiquement éduqués, politiquement instruits, politiquement éveillés sur ces questions-là. Parce que un seul homme qui se constitue comme guide et qui nous sensibilise sur ces enjeux-là en partant de la jeunesse pour nous éclairer sur l'avenir ne peut aller seul si lui-même il n'est pas soutenu. Donc on doit être conscient de cela et savoir que notre histoire se construit non seulement par les cendres, les ruines, les bases du passé, mais pour en faire justement le monument, les monuments du présent et de l'avenir. Merci. Merci bien, Marc-Listia, merci infiniment. Wilfried, si tu veux bien nous dire ce que tu penses de la deuxième phrase du texte du président. Wilfried, si tu es là. D'accord, il revient dans 10 minutes. Donc, Charlie ou Tonton, si vous avez un mot à dire rapidement avant qu'on aille de l'avant. Charlie et Tonton, une fois, deux fois, trois fois, ils ne sont pas là, il me semble. Donc, Jeanne, si tu veux bien Non, non, on faire avance. descendre les frères On par hasard. avance. On avance et on... Oui, mais il vaudrait mieux les faire descendre et laisser la place à ceux qui veulent monter et qui sont présents. Comme ça, Merci. Bon, il faut que tu... Charlie aussi. Il faut que tu perdes le réflexe de faire la modération en même temps. Et que tu te concentres sur... Sinon, à ce moment-là, je reste oui. en bas. Voilà. Ben, écoute, Tu vas prendre l'habitude. C'est une première. Non, non, tu vas prendre l'habitude. Bien sûr, bien sûr. C'est une première. Donc, je te gronde pas aujourd'hui, je te dis juste. Même quand tu me grondes, je le prends toujours de manière très jolie, tu le sais. Donc, je n'ai pas de mal avec. Alors, donc on va continuer notre analyse. Donc, le professeur continue en disant: nul n'est obligé de ne chercher sa pitance que chez son voisin s'il n'est convaincu de la trouver là-bas. Nos pas doivent nous conduire partout où l'herbe est verte. Elle peut l'être ici, aujourd'hui, et là-bas, demain. Je vais donc répéter ces trois courtes phrases ensemble. Nul n'est obligé de chercher sa pitance que chez son voisin
s'il n'est convaincu de la trouver là-bas. Nos pas doivent nous conduire partout où l'herbe est verte. Je répète, nos pas doivent nous conduire partout où l'herbe est verte. Elle peut l'être ici, aujourd'hui, et là-bas, demain. Quand je dis ça, je dis simplement que le professeur nous appelle à comprendre une chose. C'est que il n'y a aucune possibilité de croire, aucune légitimité, aucune objectivité surtout, à croire que ce n'est que chez un seul partenaire qu'on peut trouver ce dont on a besoin pour notre bonheur, pour notre développement, pour notre épanouissement. Ça ne marche pas ainsi. Très souvent, on peut à certains moments donnés, pour certaines raisons spécifiques, avoir des rapports ou des accords avec tel partenaire, et demain, parce que nos besoins ont changé, parce que la personne, ce partenaire n'est plus en mesure de nous accompagner sur les besoins qui sont ceux de l'actualité du moment, se retourner vers d'autres partenaires. C'est ce qu'on appelle la diversification. La possibilité d'envisager que le Cameroun n'est la chasse gardée de personne, comme quelqu'un l'avait dit une fois. Sauf que certains disent cela du bout des lèvres, exactement comme les rusés et les fourbes politiciens européens l'ont fait, occidentaux l'ont fait en Afrique, mais font le contraire. Par contre, nous avons toutes les raisons de penser et d'être convaincus que le professeur dira ce qu'il fait, parce qu'il a promis qu'il ne trahira jamais le peuple camerounais, ni le peuple africain. Je peux l'étendre ainsi, parce que sa pensée s'étend généralement à l'Afrique. C'est pour ça que très régulièrement on trouve des textes où ce n'est pas le Cameroun qui est mentionné, mais c'est l'Afrique qui est mentionnée, exactement comme la pensée donc numéro 52 qui parle de l'Afrique et non pas du Cameroun. Pourtant, le Cameroun est bien concerné par les éléments qui sont mentionnés ici. Et donc le professeur nous dit simplement que personne n'est obligé de croire qu'il y a qu'un seul voisin chez lequel il peut trouver ce dont il a besoin, les éléments dont il a besoin pour son développement. Non. Sauf si effectivement tu es sûr que tu trouves tout là-bas, si tu en es convaincu. Mais la réalité nous montre que cette conviction-là est une conviction qui avait laissé un certain nombre de leaders camerounais qui dirigeaient par proxy le Cameroun à l'époque croire en la bonne foi de l'occupant impérialiste et donc de celui qui avait pour vocation de piller les ressources et les richesses du Cameroun, qu'il pouvait y avoir une certaine forme de partenariat équitable. On leur a donc dit, venez signer les accords de coopération. Ils sont venus signer ces accords de coopération-là en toute naïveté, très souvent même sans comprendre les tenants et les aboutissants. J'aime souvent à dire que les premiers accords de coopération signés par le Cameroun avec la France sont signés pour le compte du Cameroun par Charles-René Okala, qui est ministre des Relations extérieures à l'époque. Charles-René Okala, quand j'ai fait les recherches sur son profil, je me suis rendu compte que Charles-René Okala n'avait pas plus d'un diplôme du primaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait compter, écrire, 3 lettres et consorts, mais qui n'a pas un niveau beaucoup plus élevé que cela. Donc, on aura beau vouloir lui donner toutes les compétences imaginables, tout le génie imaginable. Lorsqu'il va s'asseoir, lui, Charles-René Okala, en face de Maurice Couvre de Murville, qui était le ministre des Affaires étrangères de la France à l'époque, ben, c'est David contre Goliath, mais de façon totalement déséquilibrée. C'est un nain, c'est un Lilliputien, comme on dit souvent, contre un mastodonte. Pourquoi? Parce que Maurice Couvre de Murville a non seulement fait le lycée, a non seulement fait des études supérieures, il a été également à l'école d'administration. Il est un spécialiste justement des questions de finances publiques. Et donc lorsqu'il vient présenter à Charles-René Okala un accord de coopération dans lequel il est question de signer sur le franc CFA et la monnaie qui doit avoir cours au Cameroun, Charles-René Okala n'a aucunement les compétences et les capacités pour savoir que, dans le fond, ici, je suis en train de me faire flouer et manger à la petite cuillère et vendre totalement le Cameroun parce que le système et le mécanisme du fonctionnement, le système et les mécanismes de fonctionnement de ce franc CFA-là sont des mécanismes de nazisme monétaire, comme la répression monétaire de l'Afrique. Joseph Tundian-Poemi, qui écrit donc sur la souveraineté monétaire, monnaie, servitude et liberté, en disant la répression monétaire de l'Afrique. L'Afrique est réprimée par la question de la monnaie. Donc celui qui va signer avec Maurice Couvé de Murville est quelqu'un qui n'a aucunement les capacités de comprendre. Il n'a
aucunement justement les éléments que j'ai mentionnés tantôt du consentement, qui disent le consentement éclairé. Comment tu peux être éclairé quand tu es un diplômé du primaire sur des questions techniques de fonctionnement de la monnaie? Mais ce n'est absolument pas possible, envisageable du tout. Et donc, on a donc signé des accords qui, naïvement, pour certains, étaient des accords bons pour faire fonctionner nos États, alors qu'ils servaient principalement les intérêts d'un des États. Et donc, le professeur vous dit, il faut simplement tenir compte de ce que il ne faut pas croire que vos intérêts ou votre possibilité justement d'épanouissement se trouve uniquement, spécifiquement dans une maison. Et moi, j'ai envie de voir ici le rapport avec justement l'occupant principal qui a régné sur le Cameroun et qui continue, malgré les prétendues indépendances formelles, comme le professeur le dit lui-même, à tirer les ficelles dans l'ombre, à être celui dont l'ambassadeur vient sur le perron du palais de l'Unité à Yaoundé, donner des nouvelles du président de la République du Cameroun aux citoyens camerounais. C'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas aux Français. C'est un ambassadeur français qui est là pour les intérêts de la France. Mais c'est lui qui vient rassurer les Camerounais sur le fait que votre président est bien vivant, il est là. Pendant que les Camerounais sont totalement abandonnés à eux-mêmes face à la pandémie à Covid. Il faudrait encore une fois que ce soit le professeur Maurice Kamto, malgré le fait que ce ne soit pas lui qui gouverne le pays, qui lance l'opération Survie Cameroun Survival pour apporter des possibilités justement et des espoirs aux populations qui font face à la pandémie, qui déciment des centaines de milliers de personnes dans d'autres pays européens et qui créent une crainte légitime sur la possibilité de certains à être en vie et à survivre. Et une fois qu'on le fait, on est capable justement de s'assurer que on aura les meilleures conditions contractuelles pour vendre nos ressources si on veut les vendre brutes. Qu'on aura les meilleures conditions pour acquérir de la technologie si on veut acquérir de la technologie pour transformer les ressources chez nous. Et c'est d'ailleurs l'un des piliers du programme de la Renaissance qui dit il faut rendre l'éducation le plus technique possible, le plus technologique possible, de manière à ce qu'on puisse transformer nous-mêmes nos ressources. C'est de là qu'on tire la plus grande richesse, parce que la plus-value qui se tire lorsqu'on a transformé des ressources naturelles avant de les vendre est immense, contrairement à la plus-value qu'on peut tirer en exploitant des ressources naturelles et en les vendant brutes. C'est totalement absurde de voir que le Cameroun est producteur de pétrole brut, qu'on vend notre brut, que d'autres personnes raffinent le brut en question, qu'on revienne nous revendre le pétrole raffiné, et donc à la pompe justement l'essence qui coûte dans des pays où on n'a même pas ces ressources pétrolières là 2 fois moins cher qu'au Cameroun, même où on est un pays pétrolier. Un pays où les ressources du pétrole ne sont même pas rentrées dans le budget pendant des décennies. Et un pays surtout où, malheureusement pour nous encore une fois, on va exploiter le chocolat, le cacao et consorts, taper la poitrine en disant le cacao et le café camerounais l'enseignement technologique et les ressources justement de la formation technologique en avant dans votre pays et l'innovation technologique en avant dans votre pays, vous ne pouvez pas transformer le cacao en question. Et donc, au lieu de le vendre 8 euros, 5 000 francs CFA, qui est l'équivalent de 8 euros, vous perdez la possibilité parce que vous n'avez pas un leader visionnaire, un leader qui est capable d'emprunter les chemins qui permettent de mettre quelque chose dans l'assiette du Cameroun ou de l'Afrique. Vous perdez la possibilité de gagner la plus-value. Quelle est la plus-value en question pour le cas du cacao et du café? On se rend donc compte que 1 kg de cacao vendu brut au Cameroun, c'est 8 euros, 5 000 francs CFA. Mais le même kilogramme de cacao vendu en tablette de 100 grammes, en général, qui ne sont pas 100 grammes de cacao brut, mais 100 grammes et de matières grasses et d'autres matières, mais avec une proportion de cacao, on se rend compte que le bénéfice qui est tiré, ou bien le prix de revente, une fois qu'il est transformé, est de 58 euros. Donc, vous avez perdu une plus-value de 50 euros, tout simplement parce que vous n'avez pas des leaders qui sont capables de comprendre qu'il est nécessaire pour nous d'emprunter les chemins justement de la modernisation technologique pour transformer nos ressources naturelles chez nous. Et une fois qu'on les a transformées, pouvoir les vendre et engranger des bénéfices qui vont enrichir le pays. C'est pourquoi d'ailleurs votre balance commerciale est déficitaire. D'année en année, le déficit se creuse d'ailleurs. On passe à plus de 2000 milliards, de 1400 milliards à plus de 2000 milliards. En 2023-2024, tout simplement pourquoi? Parce que la vision n'est pas celle-là, il n'y a aucune vision, il n'y a aucune boussole et aucun chemin qui est vu pour dire voici le chemin que je vais emprunter pour prioriser nos intérêts à nous, pour que nos ressources permettent de nous enrichir nous-mêmes. Le professeur vous dit donc, on va diversifier. Là où il est nécessaire justement d'aller
mettre une coopération pour vendre du brut, on vendra du brut en gagnant le meilleur prix. Peut-être pas simplement 8 euros, peut-être 15 euros pour le prix du cacao. Mais surtout, on fera le pari de mettre la technologie en avant et de transformer nous-mêmes. Parce qu'on va éduquer nos enfants dès les lycées à produire des projets de transformation et à innover et à rendre des travaux en fin d'année qui peuvent donc permettre de développer des produits commercialisables. C'est cela que le programme de gouvernance du MRC prévoit dans son deuxième pilier, jeunesse et éducation. Pourquoi? Parce que la vision est celle donc d'emprunter un chemin qui nous permet de transformer nous-mêmes nos ressources naturelles et une fois qu'on les a transformées, de générer une plus grande plus-value et de vendre à l'étranger en générant donc une grosse marge qui va faire en sorte que très rapidement, nous en sommes convaincus, la balance commerciale d'un pays aussi riche que le Cameroun pourra être excédentaire parce que nous aurons vendu à l'étranger beaucoup plus que ce que nous importons. De manière absurde aujourd'hui, le Cameroun, pays producteur de riz autrefois, importe pour 400 milliards de francs CFA de riz annuellement, ce qui est une aberration. On distribue même du riz avarié qui rend malade les gens et les gens doivent s'aligner pour payer 15 000 pour ça. L'une des filles de l'illustre et pionnier Oumyobé me disait, lorsque nous étions à Ezeka, elle le disait en le répétant à maintes reprises, même si on vendait ce sac de riz à 100 francs CFA ou à 1 franc CFA, je n'irai jamais m'aligner pour du riz. C'est une humiliation pour notre nation, qui est un pays qui est totalement en mesure de produire autant de riz que c'est nécessaire pour nourrir sa population. Et elle a totalement raison. Comment c'est possible que le Cameroun, avec toutes les terres arables que nous avons, puisse être un pays qui importe du riz et qui va vendre un sac de riz à 15 000 francs CFA et faire aligner des Camerounais sous la pluie et sous le soleil pour pouvoir acheter un sac de riz avarié qui rend malade? Est-ce que c'est logique? Ça montre toute la catastrophe de la gestion qui est celle du régime en cours actuellement, mais toute la nécessité également d'avoir un leader aussi visionnaire que le professeur qui nous dit non. Désormais, nous allons aller partout là où il faut aller. S'il faut vendre du brut, on vendra du brut. S'il faut trouver la technologie, on trouvera la technologie. Et on mettra donc toutes ces compétences à contribution pour pouvoir relever le pays et s'assurer que lorsque nous coopérons avec qui que ce soit, c'est dans l'intérêt de dire à la fin de la journée, nous mettrons dans l'assiette de l'Afrique et du Cameroun ce qui est absolument nécessaire pour le bien-être des populations africaines. Je vais m'arrêter là pour cet aspect et laisser la possibilité donc à d'autres d'interagir et d'intervenir rapidement dessus avant qu'on ne passe donc à la dernière partie du texte du président et professeur Maurice Kamto dans la pensée numéro 52 de ce jour, le lundi. Il y a Dan qui voulait peut-être parler. Bonsoir à tous, bonsoir moi Jeanne. Bonsoir. Je prends les cours depuis, j'écoute et tout, ça avec plaisir vraiment de vous écouter, d'écouter les grands frères comme vous, de nous édifier. Donc déjà, ce que je vais dire sur la pensée du professeur Maurice Kamto que le professeur Potin vient de lire, c'est que le professeur attire notre attention sur la chasse de l'intérêt. La chasse de l'intérêt, c'est comme ça que je vais dire ça. C'est qu'en politique, il attire notre attention sur le fait qu'en politique, il n'y a pas d'amitié. Pardonne-moi le frère, désolé de t'interrompre. Footing, j'ai juste une petite remarque à faire. Il y a une andouille ambulante là qui se fait y appeler le sage Paul Biya en commentaire. Ce sont, je le connais, regardez ce qu'il dit, donne la parole à l'autre perroquet comme toi et Kang. En fait, il y a un sadomasochisme que je ne comprends pas chez les fans de Paul Biya. C'est-à-dire, c'est des gens qui écument les panels TikTok pour nous expliquer comment ils ne nous aiment pas. Mais le frère, si tu ne nous aimes pas, mais vide les lieux, pourquoi tu te tortures en étant présent là où nous sommes? Il y a quelque chose d'absolument incongru dans votre démarche. C'est d'une débilité sans nom, c'est du sadomasochisme. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu es viens, tu nous cours après pour nous expliquer que tu ne nous aimes pas. Et tu te fais appeler le sage Paul Biya. Si c'est Paul Biya qui t'a transmis cette sagesse-là, sache que lui-même il est d'un crétinisme absolu. Rendez vos services à vous-même et restez loin de nos exorcismes. Parce que forcément, sur un démon, ça crée des métastases et des spasmes. Je peux comprendre l'excitation et l'agitation. C'est un conseil que je vous donne, c'est la minute santé. Donc, je voulais juste te dire de te débarrasser de lui, ou au mieux, de muter son micro, comme ça il souffre de nous écouter et il ne nous fait pas le déplaisir de lire ses commentaires. J'ai fait. Merci en tout cas de cette remarque. Je ne sais pas comment tu fais, mais voilà, tu as toujours cette
particularité, cette perspicacité pour utiliser des mots qui sont pas forcément des mots offensants ou insultants à la base, mais qui permettent bien de rincer, de laver, de repasser ces illuminés qui viennent tenter toujours de nous distraire lorsque nous sommes en train de partager les modestes connaissances que nous avons pour éveiller les consciences et appeler les gens à s'inscrire, à avoir confiance dans le professeur Maurice Kamto, sa vision, sa façon justement d'être, ses objectifs, mais surtout son programme de gouvernance qui est celui que nous soutenons, celui qui nous a convaincus d'adhérer au MRC. Ben, moi, personnellement, j'aurais plutôt tendance à dire, je suis amusé de lire de tels commentaires. Nous sommes des perroquets, ça te dérange, mais tu restes, tu ne pars pas. Ben, tu pourrais très bien, effectivement, vider les lieux, être en train d'écouter des gens qui ne sont pas des perroquets, qui te disent peut-être ce que tu as envie d'entendre. Nous, ici, nous sommes là pour la renaissance du Cameroun. Elle se fera avec tout le monde, donc on ne va pas te bloquer, mais on va naturellement te priver de la possibilité de continuer à passer ces messages qui sont plutôt des messages assez débiles, vu que ça n'a rien dans le fond de ce qui est abordé ici. Et c'est le propre des gens du régime. Généralement, ils sont vides d'arguments. Il n'y a vraiment rien à proposer. C'est toujours cela. Uniquement s'attaquer à des personnes. Voilà la seule logique que vous avez. Mais c'est normal. Ce qui est l'ADN surprenant, hein, celui qui vous dirige. ils écrivent souvent, tu récites, tu fais de la récitation. Mais c'est les mêmes qui disent que Wilfried fait de la récitation, qui sont toujours sur Google, en train d'aller chercher les sources que Wilfried a dans sa tête, lui. Mais il se plaît, c'est-à-dire tu te poses des questions, en fait. Oui, cher jeune, on dit la jalousie provient de l'incapacité. Des gens qui sont incapables de réciter transforment la récitation en défaut. Il y a ceux qui lisent et qui retiennent ce qu'ils ont lu. Il y a ceux qui, parce que leur cerveau est atrophié par le Dom Pérignon, ont besoin d'avoir le manuscrit et le manuel sous leurs yeux. En toutes circonstances, autrement, ils seraient incapables de débattre. Et au lieu de travailler leurs 6 neurones et de s'habituer et de s'entraîner à retenir ce qu'ils ont lu, ils ont recours systématiquement aux manuels qu'ils ont appris sur Internet. Et c'est eux qui, dans une inversion de paradigme conforme à ce que Paul Biya nous livre depuis 42 ans, amène celui qui a la capacité de retenir et de retranscrire de lui-même à plutôt se remettre en question comme si c'était mauvais de retenir. Si c'est facile de réciter aussi on voit qu'on s'amuse un peu. Déjà, il y en a qui n'arrivent pas à lire ce qu'ils ont sous les yeux. Alors imagine qu'on leur demande de réciter, ce serait le carnaval. Merci, Wilfried. Il y a ma femme d'abord qui dit, ici à Bruxelles, depuis janvier, il n'y a pas moyen pour s'inscrire sur les listes électorales, j'ai l'impression. N'hésitez pas à écrire en message privé, de manière à ce que nous puissions remonter au démembrement du MRC pour le compte de la Belgique. Nous avons des structures départementales et même locales au niveau de la Belgique communale, donc qui peuvent agir, le régional d'ailleurs Europe du MRC et dans cette circonscription-là, dans ce démembrement-là. Donc on aura certainement la possibilité de creuser sur le sujet et de revenir vers vous avec des réponses après avoir contacté les autorités diplomatiques compétentes à l'ambassade pour savoir ce qu'il en est, étant donné que les inscriptions ont réouvert déjà à Paris. Donc, n'hésitez pas à laisser un message. Je vais essayer d'y répondre par la suite, surtout de transférer la remarque à ceux qui sont ceux de nos responsables qui sont compétents pour le territoire belge. Et on reviendra vers vous très rapidement lorsqu'on aura des informations. Donc, la parole à qui, Jeanne? Je te laisse. Bon, comme je n'étais pas là, je vais peut-être intervenir Justement, sur... c'est Wilfried, parce que je ne sais pas si Matt Lister a quelque chose à dire, mais il parlera donc après Wilfried s'il a quelque chose. J'étais allé acheter le riz, donc voilà. Comme ça coûtait 15 000 et que c'était en solde, je devais me dépêcher de peur que ça ne m'échappe des mains. C'est pour ça que je n'étais pas disponible tout à l'heure. Alors, on était dans la suite. Tu peux me rappeler là où tu t'es arrêté pour que je n'embraye pas sur des phrases qui n'ont pas encore été lues? Oui, alors il s'agit de 3 phrases. Les phrases sont les suivantes. Je cite, « Nul n'est obligé de ne chercher sa pitance que chez son voisin s'il n'est convaincu de la trouver là-bas. Nos pas doivent nous conduire partout où l'herbe est verte. Elle peut l'être ici, aujourd'hui, et là-bas, demain. » Donc voilà les 3 phrases que j'ai mis bout à bout ensemble pour essayer de les analyser. Et je te laisse donc
dire ce que tu en penses. Oui, voilà, ce sont les phrases en 3 temps, c'est-à-dire nous avons, bon, il faut peut-être que je prenne moi-même le texte sous les yeux pour compartimenter les phrases, ou alors je vais te demander de les relire une par une. Il n'y a pas de souci, je les relis. Merci entre-temps pour les cadeaux à Maureen, à Diane, voilà, à Mister Phoenix qui a donné pas mal de cadeaux ce soir, à tous ceux qui ont donné des cadeaux, merci infiniment. Continuons à tapoter s'il vous plaît, on est déjà à 217 000 cas de tapotage. Faisons l'effort d'être au moins à 250 cas bientôt. S'il vous plaît, tapotons, c'est la manière dont on sécurise nos lives. Je vais vous rappeler que la dernière fois, lorsque je faisais un live à Ezeka, où c'était le moment de montrer les lieux où repose actuellement, pas en paix encore, tant que la Troisième République n'est pas avérée au Miobé. Les gens ont signalé le live et l'ont fait couper. Donc, tapotez vraiment massivement pour sécuriser le live. Merci de continuer à partager aussi pour qu'on soit plus nombreux. Abonnez-vous surtout pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, ni à la page peut-être de Wilfried Ekanga qui est là, ou de d'autres personnes comme Jeanne qui intervient également. Abonnez-vous, tapotez massivement, partagez et n'hésitez pas à faire des cadeaux à ceux qui viennent ici essayer de vous éclairer, d'analyser les choses avec vous. Donc, je te relis les phrases. Donc, c'est bon, je les ai sous les yeux. Première phrase. Je les ai sous les yeux, c'est bon, j'ai eu le temps de les prendre. Très bien, parfait. Oui, c'est en 3 temps. En fait, le président dit, pour le reste, chacun sort le matin et emprunte son chemin pour aller chercher quelque chose à mettre dans l'assiette de sa maisonnée quand il rentre le soir. Ça veut dire, pour le reste, chacun va là où se trouvent les retombées de son effort. Si la coopération avec vous ne donne pas, il est évident que nous allons aller là où nous tirons aussi partie positive. C'est aussi simple que ça, de la même manière que vous procédez. Donc, la première est une exhortation. La première partie de sa sortie est une exhortation au type de coopération, à la qualité de la coopération, comme on expliquait tout à l'heure, où il dit que si nos visions sont communes, évidemment, la proximité idéologique va s'ajouter à la proximité géographique. Et comme ça, on va chacun, voilà, apporter à l'autre une valeur ajoutée et tout le monde sera content. Mais maintenant, dans le cas où cela n'est pas donné, bon, chacun, en sortant de chez lui, c'est-à-dire en initiant ses coopérations, va s'arranger à avoir le type de coopération où lui aussi, il rentre dans ses frais. C'est ça qu'il appelle, chacun emprunte son chemin pour aller chercher quelque chose à mettre dans l'assiette de sa maisonnée quand il rentre le soir. Comment, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire les puissances, prenons l'exemple de Cuba et des États-Unis dans les années guerre froide, à un moment donné conduit à l'installation des missiles et dont une protection militaire soviétique, de Cuba par l'Union soviétique, ce qui a fâché les États-Unis qui n'ont pas compris ce que Maurice Kamto leur explique aujourd'hui, à savoir, si vous ne nous offrez pas les garanties d'une coopération saine et que vous êtes dans une logique d'impérialisme, dans une logique de suzeraineté face à une vassalité que nous ne voulons pas, parce qu'à l'époque, on a vu les États-Unis voulaient des pions à leurs soldats à la tête du régime cubain. À l'époque, c'était Fulgencio Batista. Et lorsqu'il était renversé par les frères Castro, qu'est-ce que les Américains ont voulu? Ils ont voulu faire chuter le régime pour réinstaller des gens qui allaient faire leur desiderata. D'où le débarquement de la baie des Cochons de Kennedy en 61. Devant tout cela, en 62, en février, on est le 3 février, c'était précisément le 3 février 62, les États-Unis, remarquant que Cuba a un autre son de cloche, ont mis un embargo commercial pour signifier leur désapprobation de la politique cubaine. Mais c'est parce que les Cubains n'acceptaient pas la manière dont les Américains voulaient coopérer avec eux. Et donc, ils sont allés chercher leur nourriture ailleurs. À la fin du mois d'octobre 62, il y a donc eu la fameuse crise des missiles où on a installé un arsenal nucléaire soviétique à 300 km de la Floride, fâchant ainsi les États-Unis. Et Maurice Kamto ici exhorte les mêmes à ne pas répéter ce que l'histoire est censée leur avoir enseigné. C'est-à-dire, si vous procédez encore de la même manière, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous aussi on va réagir à un moment donné comme Cuba et se tourner du côté où nous récoltons aussi quelque chose de... Nul n'est obligé de chercher sa pitance ou de ne chercher sa pitance que chez son voisin s'il n'est convaincu de la trouver là-bas. C'est aussi simple que ça s'approuve ce que je venais d'évoquer. Quand nous essayons en toute fraternité, parfois même en toute naïveté géopolitique, d'ouvrir les bras à la France, à l'Allemagne, aux États-Unis, à la Suède, à la Finlande, et qu'on constate que la Suède, l'Allemagne, les États-Unis, la France, financent peut-être les mouvements
djihadistes au nord, je caricature, mais la pensée est plus ou moins celle-là. C'est-à-dire financer les mouvements djihadistes au nord de l'Afrique, au Mali, au Niger. Évidemment, on va faire quelques pas en arrière et essayer de repenser notre coopération. Nous avons énormément parlé de la crise dans les pays de l'AES ces derniers mois et on avait évoqué aussi à plusieurs reprises le cas ukrainien qui illustre ce que je viens de dire. Les renseignements ukrainiens ayant reconnu leur implication dans les massacres de Tinzawaten il y a au mois de juillet 2024, évidemment, les pays qui coopèrent avec l'Ukraine peuvent être amenés à revoir leur relation avec Kiev et à se dire mais si dans notre naïveté donc géopolitique on a ouvert les bras à Kiev et qu'on s'est dit que on pouvait s'enrichir mutuellement, par exemple l'Ukraine étant un grand pourvoyeur de céréales, les pays africains ayant aussi des choses à offrir, mais à un moment donné on constate que bon, en tant qu'élément proxy des puissances occidentales pour installer, comme aux États-Unis dans les années 60, un dirigeant à leur solde, au Mali, au Niger, au Burkina, l'Ukraine dont agit en faveur du terrorisme contre la sécurité dans nos pays, bon, on rompt justement ce type de relation et on part du côté où nous trouvons du bénéfice. C'est ce que le président dit quand il dit on n'est pas obligé de chercher sa pitance uniquement chez le voisin. Si on est convaincu, sauf si on est convaincu de la trouver là-bas. Ça veut dire que si on n'est pas convaincu de la trouver là-bas, on ne la cherche pas chez le voisin. D'où aussi l'exemple que j'ai pris avec Cuba et les États-Unis. Je coopère avec toi, je me dis oui, on peut évoluer, on peut avancer, on peut. Les frères Castro à l'époque, c'était Castro Fidel, c'est un avocat, c'est un homme de guerre. Ernesto Guevara, c'est un médecin, c'est un militaire. Ils prennent les armes parce qu'ils constatent que dans la coopération américano-cubaine, les intérêts ne sont pas convergents. Il y en a qui veulent simplement étendre leur sphère d'influence pendant que d'autres cherchent à être souverains et à coopérer équitablement avec toutes les entités mondiales. Et donc aujourd'hui, on a le même cas de figure plus ou moins en Afrique. Tu as parlé, quand j'étais en train d'aller acheter le riz à la poste centrale, tu as évoqué le fait que on a célébré le général Leclerc, et on n'a pas célébré par exemple nos héros nationaux. C'est clair qu'avec le MRC au pouvoir, ce type d'ineptie ne peut pas voir le jour. Quand j'ai évoqué il y a un instant le président Kennedy, vous vous rappelez, la baie des cochons initiée par Kennedy, vous vous rappelez qu'on a une avenue Kennedy à Yaoundé. L'une des plus belles, c'est pas une ruelle cachée au fin fond de Biamassi, non. C'est en plein centre-ville. C'est l'artère commerçante la plus fréquentée de la capitale. Et elle porte le nom d'un dirigeant occidental qui était même opposé à ceux qui soutenaient l'UPC. Parce que les mouvements castristes à Cuba dans les années 60 coopéraient beaucoup avec Ernest Wanji, Osende Yafana, Félix Moumier, etc. Et paradoxalement étaient combattus par les Américains. Donc nos nationalistes ont été des adversaires de l'idéologie de John Kennedy. Comment ça se fait que c'est John Kennedy qui est dans son effigie à la poste centrale et non Ernest Wanji? Donc aussi avec le MRC au pouvoir, on dirait à la France que non, nous ne voyons pas les choses de la même manière dans ce registre-ci. On va prioriser nos héros nationaux, on va prioriser un paradigme camerouno-centré. Et si tu es d'accord avec ça, on peut continuer à avancer et à t'accorder la petite place que tu veux. Mais si tu veux prendre une place, toi, les États-Unis ou un autre pays supérieur à celle que nous vous avons réservée, là, ça ne marche plus. C'est cette logique-là qu'on appelle la pitance qu'on trouve là où là on est convaincu, justement, la pitance qu'on cherche, là où on est convaincu de la trouver. Et quand on voit que il y a pas moyen, on ne la cherche pas, on ne la cherche pas là-bas, on essaye de regarder ailleurs. Ça veut également dire que, et c'est ce que nous voyons dans la troisième phrase, nos pas doivent nous conduire partout où l'herbe est verte. C'est-à-dire, ça veut également dire que si, dans un contexte T, dans un instant T, on réalise que dans la multipolarité actuelle, nos rapports avec les Chinois, avec les Russes, sont moins, ou avec les Argentins, les Mexicains, sont moins conflictuels qu'avec nos soi-disant partenaires d'hier, on se tournera vers ces partenaires-là. Parce qu'on n'est pas embrigadé dans une idéologie, religieuse. On est dans une démarche de pragmatisme. Où est-ce que nous trouvons notre bénéfice? Est-ce qu'il est ici, en Russie, oui ou non? Est-ce qu'il est en France, en Espagne, oui ou non? On va donc peser dans la balance. On va par exemple constater que si tu coopères avec la Russie, même si économiquement ils vont vouloir tes matières premières et tout ce que les Occidentaux également veulent, il y aura le différentiel que politiquement, ils ne vont pas chercher à modifier l'ordre politique à la tête de l'État, comme vont le faire les États-Unis, comme vont le faire la France, ce qui fait qu'on peut constater qu'il y a un argument davantage en faveur d'une coopération
comment dire, russo-camerounaise qu'en faveur d'une coopération franco-camerounaise dans ce registre. Je caricature toujours, mais ça reste également des exemples illustratifs de la pensée de Maurice Kamto, à qui on prête des idées de soumission à la France et à la métropole d'hier. Maurice Kamto dit à travers cette pensée qu'on n'a aucun problème à coopérer avec la France, avec les États-Unis, avec tous ceux qui ont coopéré avec nous hier ou qui étaient même nos maîtres coloniaux. Mais c'est uniquement dans le registre où eux aussi ont modifié leur logiciel, leur mode de pensée. Si on se rend compte qu'ils sont dans le même mode de fonctionnement et que en Russie, en Chine, en Corée du Sud, en Thaïlande, au Vietnam, en Indonésie, au Mexique, en Argentine, il y a une approche qui nous respecte davantage. On n'aura aucun problème à prioriser les rapports avec la Russie, la Chine, la Thaïlande, l'Indonésie et tous ces autres pays-là. C'est de ça qu'il est question ici. Donc on n'est pas enfermé comme l'Union européenne est actuellement enfermée dans une idéologie américano-centrée au point où elle ne voit plus où sont ses propres intérêts et préfère, par exemple, dans le cas de l'approvisionnement en énergie, acheter un gaz qui vaut 5 fois plus cher, le GNL américain, alors qu'il y avait les gazoducs construits entre la Russie et l'Allemagne qui permettaient d'approvisionner avec des prix défiant toute concurrence la première puissance économique européenne, dont la pensée de MK, c'est vraiment une pensée. Et il dit l'urgence de la pensée. Vivre, c'est penser, disait Descartes, vivere est cogitare. Et donc, la pensée, c'est ce qui précède l'action. Quand tu as bien pensé, tu agis bien. Quand tu as bien élaboré les mécanismes de fonctionnement géopolitique, de positionnement géopolitique, quand tu as bien réfléchi, bien conçu, bien élaboré les partenariats que tu vas faire, après avoir bien soupesé les avantages et les inconvénients que tu auras de part et d'autre, une fois que tu accèdes au pouvoir, dans la pratique, ta vie est facile. Parce que tu as été clair dans ta pensée, tu seras aussi clair dans ton action. Et parce que tu as communiqué ta pensée, nul n'est censé l'ignorer désormais s'il veut être ton partenaire. Ceux qui viennent donc coopérer avec toi doivent être au fait de la réalité selon laquelle tu es ouvert à toute coopération respectueuse qui t'apporte aussi ce qu'on appelle la pitance, donc des avantages. Et tu es totalement fermé à une coopération où on veut te dominer comme autrefois. Quitte à, même si pour cela tu devrais t'ouvrir à d'autres partenaires, à d'autres formations, à d'autres puissances. Et pour finir, nous évoquions en guise de morceau choisi le cas congolais. Il y a quelques instants, on disait que mais quand on regarde dans le conflit en RDC, on voit qui il approvisionne. Il y a des clauses qui ont été signées ces derniers mois entre la Commission européenne et le M23 et le gouvernement rwandais qui subventionne le M23 pour justement sinistrer la zone et sécuriser les mines. Depuis le mois d'avril 2024, le M23 avait pris possession de la mine de Rubaya, qui est quand même la plus grande mine de la région des Grands Lacs et qui concentre à elle seule 15% des réserves mondiales de coltan. Ce qui signifie donc que la guerre pour les matières premières est nourrie par les grandes puissances avec qui nous sommes censés coopérer. On ne va donc pas en vouloir au MRCC demain, une fois au pouvoir, nous mettons ces grandes puissances là devant la réalité de leur iniquité et on leur dit, au lieu que de préserver la paix et d'avancer dans une logique de coopération mutuelle, vous êtes plutôt entrés en concubinage incestueux, comme on dit, avec certains d'entre nous, en l'occurrence le Rwanda, pour faire du mal au continent. Dans ces conditions, nous allons nous tourner vers des partenaires qui respectent mieux la souveraineté africaine et qui veulent vraiment protéger la vie des Africains, qui veulent vraiment en tout cas contribuer avec les Africains à protéger la vie des Africains dans une logique de coopération où eux aussi vont nous demander quelques avantages pour eux et en retour, eux aussi vont nous apporter une plus-value niveau sécurité. C'est ça en fait comment dire, les relations internationales version MRC. Intrinsèquement, on ne déteste personne. On n'est pas programmé pour ne pas coopérer avec quelqu'un. On n'est pas anti-français, on n'est pas anti-américain, on est anti-hypocrisie, on est anti-impérialisme. Et on est prêt à s'allier avec n'importe qui. Même la Corée de l'Ouest. Si on remarque que la Corée de l'Ouest ou la Corée du Sud ou la Corée de l'Est ou la Corée du Midi nous cause moins de dégâts que certaines entités autoproclamées démocratie. Je pense que de toutes les pensées de MK, c'est l'une des pensées les plus claires qui permet de battre en brèche par ailleurs l'argument selon lequel il ne parlerait pas de panafricanisme, il n'aurait pas une vision africaine. Vous mettez cette phrase dans la bouche de Ibrahim Traoré, il l'a dit exactement dans les mêmes termes. Il continue de coopérer avec la France. L'ambassade de France au Burkina Faso n'a pas fermé.
Mais l'ambassadeur peut être chassé parce que lui, dans sa démarche, il a une approche voilà, qui ne respecte pas les Burkinabés et dont M. Ibrahim Traoré va lui dire avec toi, ça ne marche pas, vide les lieux. Mais intrinsèquement, les relations diplomatiques entre la France et le Burkina Faso, on va les maintenir jusqu'au jour où, même à ce niveau, la France nous manquerait de respect. Mais pour l'instant, si ce n'est que de personne à personne, on se débarrasse des personnes qui ne parlent pas ou n'agissent pas en notre faveur, mais on maintient quand même un espoir de coopération. Donc c'est un peu ça que nous voyons à macro-échelle, où un pays va dire maintenant que bon, tant que tu ne mets pas à mal mes intérêts, tant que nos coopérations au niveau des mines, au niveau de l'échange matières premières, technologies, permet à chacun d'être avantagé, on peut y aller. Mais à partir du moment où la coopération devient, comment dire, une prédation qui va jusqu'au sang, au point où nos populations se font massacrer pour que vous ayez des ressources naturelles, bon, dès cet instant-là, on est vraiment prêt à rompre toute coopération avec vous jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Et entre-temps, on noue des relations et on renforce nos coopérations, nos amitiés avec certaines puissances ou avec certaines entités internationales, dont africaines ou ailleurs, qui nous proposent effectivement de l'amitié. Donc, that's what I could say about it. Je ne sais pas si ça a été assez clair. Je pense, en tout cas, je pense que ça a été clair. Toutes les façons, on peut pas faire plus clair que ce que tu fais en général, donc c'est une banalité de le dire. En le disant, je vais aussi surtout prier ceux qui sont là, non seulement de tapoter et de continuer à partager, on n'a pas encore atteint les 50K, mais surtout d'encourager ceux qui sont là, qui travaillent à partager justement ces connaissances, ces lectures, ces éclairages avec nous. S'il vous plaît, pour éviter qu'on ait besoin d'arriver au stade où il faut bloquer les commentaires et autres, mettez Wilfried au minimum à 1200K et Jeanne au moins à 800K s'il vous plaît, avant qu'on ne continue le live s'il vous plaît. Donc c'est juste une façon comme ça d'encourager ceux qui me donnent également la possibilité de faire ce travail de manière beaucoup plus pertinente que ce que j'aurais pu faire en étant tout seul. Jeanne m'a énormément aidé et encouragé à initier ces lives d'édification ou d'analyse, de décryptage sur la pensée du professeur. Wilfried Ekanga, il nous éclaire tous les jours, que ce soit sur ses panels ou sur tous les panels où il est de sa vision. Donc s'il vous plaît, mettez Wilfried à 1200K minimum et Jeanne à 800K pour qu'on évite de bloquer les commentaires et qu'on continue le live en apprenant tous ensemble, mais aussi en encourageant et en donnant